ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Niamey accueille l'Union africaine. Le sommet de l'organisation qui s'est ouvert ce jeudi doit lancer la zone de libre-échange continentale africaine. Ce 4 juillet est jour de fête nationale aux États-Unis. Une célébration très différente des précédentes, avec pour la première fois un discours de Donald Trump, une parade militaire et les traditionnels feux d'artifice. Les conséquences de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine se font sentir. De nombreuses entreprises américaines en souffrent et des millions d'emplois sont en péril. Bonsoir à tous. Le président Donald Trump a promis aux Américains l'une des plus grandes célébrations de l'histoire des États-Unis. Ici, le 4 juillet marque le jour de l'indépendance, lorsqu'en 1776, 13 colonies britanniques proclamèrent leur séparation de la couronne britannique et fondèrent les États-Unis d'Amérique. Cette année, pour la fête nationale, le président a souhaité aller au-delà des parades et des feux d'artifice habituels en ajoutant une dimension militaire au spectacle avec un défilé comprenant des chars et des avions de chasse. Plus de précisions avec Dili Diko. Ce 4 juillet, c'est un spectacle inhabituel qui prend place à Washington. Les Américains sont venus nombreux pour admirer l'attraction principale, les chars de l'armée américaine en plein cœur de la capitale. Mes enfants ne sont jamais venus à Washington. Ils ont voulu venir célébrer le 4 juillet dans le meilleur endroit possible. Nous participons habituellement au défilé et au feu d'artifice du 4 juillet à Toledo, dans l'Ohio. Nos défilés sont super, mais je pense que celui de Washington est à un autre niveau. Je suis vraiment impatient. Je suis fan aussi d'avions, alors j'attends avec impatience de voir tous les engins qui vont nous survoler. Plus tard dans la journée, ce sera au tour des avions militaires de survoler le National Mall, la grande esplanade de Washington, bordée de musées et de monuments officiels. Le président a annoncé que plusieurs avions de guerre F-35 ainsi que la patrouille d'acrobatie aérienne Blue Angels seront de la partie. À 18h30, heure de Washington, Donald Trump prononcera son discours hommage à l'Amérique depuis les marches du Lincoln Memorial. En chamboulant les festivités habituelles, le président s'est attiré les foudres de ses opposants. Plusieurs élus démocrates au Congrès l'ont mis en garde contre la tentation d'un meeting de campagne partisan et télévisé. Cependant, nombreux sont ceux qui supportent la décision du président de célébrer en grande pompe. C'est fou, vous savez. Je ne pense pas que les critiques soient justifiées. Cela démontre simplement un grand sens du patriotisme, de l'amour envers le pays. C'est la seule chose dont on devrait parler aujourd'hui. Il faut mettre la politique de côté. La météo de la soirée s'annonce orageuse. Il reste donc à voir si les Américains braveront la pluie et si le traditionnel feu d'artifice, plus grand qu'à l'accoutumée, sera maintenu à 21h. Et on l'a appris il y a quelques minutes, l'État américain de Californie a été ébranlé ce jeudi par un séisme de magnitude 6,4 ressenti dans un vaste périmètre. L'épicentre a été localisé dans la région de Ciales Valley, dans la partie méridionale de la Californie, environ 240 km au nord-est de Los Angeles. Sa profondeur a été évaluée à 8,7 km, a précisé l'Institut d'études géologiques des États-Unis. La secousse est intervenue à 10h30 heure locale, 17h33 GMT, a duré plusieurs secondes. Elle a été nettement ressentie à Los Angeles, selon des journalistes. Elle a également été ressentie à Las Vegas, dans l'État voisin du Nevada, selon des témoins. Toujours ici aux États-Unis, la Cour suprême n'autorisera pas la question. Cette personne est-elle de citoyenneté américaine dans le recensement de la population de 2020?
Un très triste moment pour l'Amérique, s'est indigné Donald Trump sur Twitter. Cette mesure risquait, selon ses détracteurs, de conduire à des discriminations ou à minimiser le nombre de populations d'origine immigrée. Le recensement conditionne l'octroi de 675 milliards de dollars de subventions fédérales et le nombre de sièges alloués à chaque État à la Chambre des représentants en fonction du nombre de résidents. Or, l'ajout d'une question sur la nationalité abandonnée il y a plus de 60 ans aurait poussé entre 1,6 et 6,5 millions d'immigrés à s'abstenir de participer ou à mentir sur le questionnaire, sur ce questionnaire donc. Autre sujet qui fâche, la guerre commerciale avec la Chine qui a prévenu ce jeudi qu'elle ne signera aucun accord commercial avec les États-Unis s'il n'inclut pas une levée totale des surtaxes douanières imposées par l'administration Trump sur les produits chinois. Des équipes des deux premières puissances économiques mondiales maintiennent toutefois une communication permanente. C'est ce qu'a déclaré lors d'une conférence de presse Gao Feng, porte-parole du ministère chinois du Commerce. Cette position chinoise intervient après la trêve décrétée samedi dans leurs différends commerciaux par les présidents chinois Xi Jinping et américain Donald Trump lors du dernier sommet du G20 à Osaka, au Japon. Le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis, dont les effets commencent à se faire ressentir sur le sol américain, alors que les deux pays ont convenu de reprendre les négociations en vue de résoudre leurs différends. Les tarifs actuels ont déjà touché de nombreuses entreprises américaines et ont mis en péril des millions d'emplois aux États-Unis. Le point avec Jacques Aristide. Qui dit fête nationale du 4 juillet dit feu d'artifice. Et bien évidemment, une aubaine pour les entreprises dans le domaine comme Oldie Glory. Cette compagnie du Colorado en importe principalement de Chine. Oldie Glory n'a pas encore été touchée par la guerre commerciale entre Pékin et Washington, mais l'inquiétude est là. On suit les nouvelles, mais on se demande ce qui pourrait se passer dans les mois à venir, lorsque nous passerons les commandes pour la saison prochaine. D'autres entreprises, en revanche, ont déjà été affectées par les tarifs douaniers, à l'image de ce vendeur de matériel agricole. Ce sont nos nouvelles ventes qui ont été vraiment impactées. Les meubles fabriqués en Chine coûtent désormais plus cher, les profits diminuent. Je vais en faire les frais, mes employés aussi. Une étude de la Brookings Institution révèle que le conflit commercial met en danger plus de 2 millions d'emplois dans une quarantaine d'industries comme le plastique, la construction aéronautique et les produits pharmaceutiques. Mais il y a déjà eu des pertes d'emplois ailleurs, comme dans l'agriculture, à l'heure où de nombreuses entreprises tentent de se protéger durant cette période. Cette période de transition va être très perturbatrice et douloureuse pour les travailleurs. Des entreprises réétudient leurs projets d'expansion. Nous avons dû mettre l'embauche d'un responsable marketing de côté. D'autres revoient leur chaîne d'approvisionnement et envisagent de délocaliser la production de Chine aux États-Unis, mais la réalité est tout autre. Ce n'est pas aussi simple de dire « oh, fabriquez-le en Amérique », car franchement, la capacité de production de certains produits n'existe tout simplement pas. Une bataille tarifaire est une sorte de négociation barbare et il y a des dommages collatéraux des deux côtés. À Oldie Glory Fireworks, qui compte une centaine de travailleurs saisonniers, on attend de voir les nuages se dissiper très vite. Des États-Unis, allons à Niamey. La capitale du Niger est aux couleurs de l'Union africaine. Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, a qualifié ce jeudi d'historique le sommet ouvert ce matin à Niamey. Un sommet qui doit lancer la zone de libre-échange continentale africaine. Elle ambitionne de constituer à terme un marché continental intégré. Il s'agit d'une remarquable réalisation qu'on peut même qualifier d'historique, a affirmé M. Faki en ouverture du conseil exécutif du sommet réunissant les ministres des Affaires étrangères. Pour approfondir sur cette question, accueillons par le téléphone donc à Dakar Ibrahim Khan, chargé du plaidoyer auprès de l'Union africaine pour le compte de Open Society. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. On l'évoquait tantôt, le lancement de la zone de libre-échange doit être l'événement majeur de ce sommet. Quelle lecture faites-vous de cette initiative?
vous pensez que c'est le lancement de cette initiative qui est l'élément vraiment moteur de la réunion de Niamey, mais moi j'estime que c'est la première réunion entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Parce que même si vous voulez que la ZLECA soit une réalité, il faut qu'il y ait une coordination entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales qui sont les piliers de l'intégration africaine. Donc, et c'est la première fois depuis la création de l'Union africaine qu'une telle réunion a lieu, et sous l'égide de l'Union africaine. Pour moi, c'est cet aspect symbolique de la rencontre entre les piliers et les structures continentales qui me paraît être l'élément le plus essentiel. Ce qui est donc une bonne chose. Ce qui est une bonne chose. Exactement. Selon l'Union africaine, cette zone de libre-échange a pour but d'augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici à 2022. Cet objectif est-il réalisable dans les temps? Je pense que c'est très ambitieux, vu l'état des relations économiques entre les pays africains, dont personne ne connaît réellement l'ampleur. Mais c'est quand même une bonne indication pour que les États africains, les institutions régionales africaines se mettent ensemble pour commencer à vraiment voir dans quelle mesure on peut régler les derniers problèmes qui se posent à la mise en œuvre de la ZLECA pour commencer à partir de cette année 2023 à vraiment faire en sorte que le commerce intra-africain soit plus important que le commerce entre l'Afrique et le reste du monde. Très brièvement, en quelques secondes, qui dit commerce intra-africain dit aussi libre circulation des biens et des personnes et développement des infrastructures inter-États. Le continent est-il prêt pour ces points-là? En quelques secondes. Pour celui de la libre circulation des personnes, oui, parce qu'il y a un protocole qui est actuellement sur la voie de la ratification par les États. Les infrastructures, cela dépend de la coordination qui sera développée au niveau de chaque communauté économique régionale et entre les communautés économiques régionales, entre elles aussi. Voilà, Ibrahima Kane, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chargé du plaidoyer auprès de l'Union africaine pour le compte de Open Society. Cet exemple de solidarité qui nous vient du Nigeria, près de 36 000 personnes ont fui le conflit qui frappe les zones anglophones du Cameroun depuis 2017 et sont entrés au Nigeria où leurs hôtes ont manifesté leur solidarité. Parmi eux, Suzanne Agbo, une réfugiée qui a trouvé du réconfort auprès de Lucia Ikuru, une veuve nigériane qui lui a ouvert la porte de sa maison, ainsi qu'à ses 8 petits-enfants. Les précisions de Blanche Sano. Forcée de quitter son domicile dans la région occidentale du Cameroun, Suzanne ignorait ce qui l'attendait dans cette nouvelle aventure. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle devait amener ses 8 petits-enfants dans un endroit plus sûr. Quand je suis arrivée au Nigeria, je restais chez des gens. 2 semaines ici, ensuite je quittais un complexe pour un autre. Je restais souvent 1 mois ou plus. J'ai longtemps erré avant de trouver refuge ici. Suzanne a eu la chance de rencontrer Lucia, une veuve nigériane qui vit à la frontière avec le Cameroun. Elle lui a ouvert les portes de sa demeure. Si cette femme va ailleurs et que quelque chose lui arrive, je me sentirai coupable. Je suis heureuse maintenant de l'avoir avec moi. Même si elle apprécie le geste de sa bienfaitrice, Suzanne espère tout de même que la situation s'améliorerait chez elle afin qu'elle puisse rentrer. En attendant, elle continue de s'adapter à sa nouvelle vie. Pour rappel, l'escalade du conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun a provoqué le déplacement de plus de 437 000 personnes dans le pays et de plus de 36 000 autres à l'étranger. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, au sommaire. Gros plan sur les bébés prématurés. Ils sont près de 15 millions à naître chaque année dans le monde, selon l'OMS. Nous irons en RDC où les causes de ces naissances précoces sont encore ignorées par beaucoup de femmes. Voyage dans l'univers des stations de métro de New York où des musiciens de tous bords rivalisent de talents. Et vous le verrez, ils ne sont pas là par hasard. En sport, pas de match de Cannes aujourd'hui. Les hostilités des huitièmes de finale commencent demain. On suivra Maroc, Bénin et Sénégal, Ouganda. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous recevons notre collègue Mouamadou Oumfa pour parler santé dans le cadre de votre rubrique. Mouamadou, on commence, j'allais dire bonsoir pour commencer. John. Alors, on commence par parler des bébés prématurés. Oui, John, ils sont environ 15 millions, les nouveau-nés qui viennent nous rejoindre dans ce monde avant le terme normal de la grossesse de leur maman. Environ 15 millions de bébés prématurés selon l'Organisation mondiale de la santé. Alors, de manière générale, on s'attend à ce que le bébé naisse environ 37 semaines ou 9 mois après l'apparition des dernières règles de la maman. Mais en fait, les spécialistes distinguent 3 types de prématurité. Alors, il y a la prématurité moyenne pour les naissances qui surviennent entre la 32e et la 37e semaine. La grande prématurité quand les naissances interviennent entre la 28e et la 32e semaine. Et l'extrême prématurité lorsque les naissances surviennent avant la 28e semaine. Alors, plus tôt l'enfant vient au monde, John, moins élevées sont les chances de survie car, il faut le rappeler, plus d'1 million de bébés prématurés meurent chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé. Et l'un des pays qui enregistre le plus grand nombre de prématurés, c'est la République démocratique du Congo. À RDC, nos confrères de l'agence Juka Africa sont allés aux cliniques universitaires de Kinshasa, la capitale, pour toucher du doigt la réalité du phénomène. Regardez ce reportage. La République démocratique du Congo est l'un des pays africains où le risque de décès néonatal est le plus élevé. Sur 1000 enfants qui naissent, environ 158 meurent chaque jour avec essentiellement pour cause, selon les pédiatres, la prématurité. Au bloc de pédiatrie et néonatologie des cliniques universitaires de Kinshasa, cette mère a donné naissance à 2 jumeaux prématurés qui pesaient 900 grammes chacun à la naissance. Malgré ces multiples naissances, elle ignore les facteurs de risque causant une naissance prématurée. Je suis allée à la consultation et là, les médecins m'ont prévenu d'un accouchement prématuré. C'était parce que j'avais eu beaucoup d'accouchements avant, mon utérus était affaibli et que ma grossesse ne pouvait pas arriver à terme. La grossesse devait durer au plus 7 mois. C'est ainsi que j'ai accouché d'un prématuré. Deuxièmement, j'avais aussi trop travaillé pendant ma grossesse parce que je n'avais personne pour m'aider. Les causes de naissance prématurée sont nombreuses. Certaines sont évitables. Il y a aujourd'hui urgence à tenir compte des causes de la prématurité. Dr Thérèse Bisselele est chef du service de pédiatrie et néonatologie aux cliniques universitaires de Kinshasa. Pour elle, si les causes des naissances prématurées sont identifiées, les femmes peuvent bien les éviter. Alors, les causes de l'accouchement prématuré, nous pouvons retenir les infections, le paludisme, les infections urinaires, génitales. Nous pouvons retenir la pathologie de la mère, notamment la prééclampsie, lorsque la tension de la mère est très élevée pendant la grossesse, avec la présence des protéines dans les urines. Ça peut être une cause de prééclampsie. Ça peut être un travail maternel très difficile ou bien les âges extrêmes des mères. Une mère très jeune, moins de 15 ans ou au-delà de 35 ans. Autres facteurs qui peuvent conduire à une naissance prématurée, les infections urinaires, celles du col de l'utérus ou du vagin, la béance du col ou encore un choc violent sur l'utérus. Les femmes congolaises sont maintenant informées. Francis Kabouya, Kinshasa, VOA Afrique.
Voilà un reportage de nos confrères de l'agence Juka Africa. La question, Mohamedou Oumfa, que nos téléspectateurs se posent probablement est celle de savoir comment réduire les risques de faire un bébé prématuré. Et même d'autres se demanderaient que recommandent les spécialistes. Les spécialistes, oui. La recommandation la plus importante que je vais donner ici, c'est de suivre les consultations prénatales, les CPN, au moins 4 consultations prénatales selon l'Organisation mondiale de la santé. En effet, c'est pendant la grossesse de la maman que les facteurs de risque peuvent être détectés, des facteurs de risque qu'évoquait déjà le docteur Thérèse Bissessélé il y a quelques instants, des facteurs de risque qui sont très nombreux, par exemple les infections, le docteur l'a dit, il y a des antécédents en matière de naissance prématurée, le diabète, l'hypertension, le tabagisme, l'âge de la mère, le médecin l'a dit, soit moins de 15 ans ou plus de 35 ans, le fait de faire des travaux physiques pénibles, ce sont là donc quelques cas de situations qui peuvent provoquer les accouchements prématurés. Et c'est aussi pendant la grossesse et après l'accouchement que les parents recevront les conseils appropriés sur comment réduire les risques d'avoir un bébé prématuré, mais aussi comment s'occuper de ce type de bébé qui souvent, en raison de leur faible poids à la naissance, ont besoin de plus de chaleur et d'assistance pour donc se nourrir. Et John, il y a 2 nouvelles. On va terminer cette chronique santé par 2 nouvelles. La première nouvelle, c'est le chien robot dénommé Tombot, une idée de Tom Stevens, un entrepreneur californien qui a imaginé le concept du chien robot après le diagnostic de la maladie d'Alzheimer chez sa maman en 2011. Alors ce chien robot que l'on peut apercevoir à l'écran, qui répond aux commandes vocales et remue même sa queue. Il est conçu pour accompagner les personnes âgées et les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, des personnes pour qui il est parfois difficile de prendre soin d'un chien ou d'un animal de compagnie. Signalons enfin que des chercheurs ont trouvé pour la première fois, John, un moyen d'éliminer le VIH du génome d'un animal infecté. Selon une étude publiée le 2 juillet dans la revue scientifique Nature Communications, dans le cadre d'une étude portant sur 29 souris, l'équipe a utilisé une combinaison d'un traitement antirétroviral modifié pour maintenir le virus à un niveau d'activité faible et d'une technique permettant d'extraire les gènes du VIH des cellules infectées. Alors, lors des divers tests, les scientifiques n'ont trouvé aucune trace de virus chez 30% des animaux. Et donc, pour ces chercheurs, cela montre, John, qu'il y a de l'espoir de trouver peut-être un jour un traitement pour guérir des personnes atteintes du VIH-Sida. Merci Mohamedou Oumfa. On vous retrouve jeudi prochain pour d'autres infos, bien entendu. À présent, parlons de ces musiciens que vous avez peut-être déjà aperçus dans les stations de métro de New York. Les stations de métro de New York, ces musiciens ont décidé du jour au lendemain de faire ce métier pour gagner un peu d'argent en divertissant, mais eh bien, ce n'est pas le cas. Ils passent d'abord par un programme de musique, Music Under New York, où ils sont auditionnés avant d'être autorisés à se produire dans les stations de métro. Music Under New York organise des auditions depuis 1985. Nina Wüsten a exploré l'univers artistique. Voici son reportage que nous présente Irénée Herman Umbo. Des prestations de musiciens dans des endroits bien fréquentés du métro new-yorkais. Merci beaucoup, c'était le numéro 1. Maintenant le numéro 2 est Kenou, un violoniste de South Bronx. Cela fait partie de l'expérience du célèbre système de transport en commun de la ville. Avant que les artistes ne se produisent ici, ils doivent d'abord subir une audition en vue d'être orientés vers les endroits les plus prisés. J'en ai besoin pour l'argent. L'argent et plus de visibilité. Plus de 400 musiciens font déjà partie de la cacophonie mélodique des transports en commun de New York. Et le nombre ne cesse de s'accroître chaque année avec de nouveaux visages. Depuis janvier, plusieurs milliers de musiciens ont été auditionnés. Un peu plus de 300 ont atteint la finale et seulement 20 seront sélectionnés. Vous savez, des gens venus du monde entier circulent dans le métro, dans la ville de New York. Et si je peux leur offrir ma musique en tant que compositeur, ne serait-ce que pour seulement 5 secondes, j'aurais fait ce que tout compositeur aimerait faire. Vous ne connaissez pas ces gens, ils essaient d'arriver à leur destination. Beaucoup d'entre eux sont fâchés. Vous savez, ils sont pressés. Mais une fois que j'ai eu ce courage, j'ai senti que je devais le faire.
J'ai commencé à mieux me connecter avec les gens, à plus communiquer avec les gens mieux qu'auparavant. La qualité du musicien, l'harmonie et la richesse de son répertoire sont les principaux critères de sélection. L'autre critère non moins négligeable est celui de la capacité de l'artiste à dominer le bruit des trains. Selon les responsables du programme, les juges sont stricts, équitables et viennent de tous les horizons. Parmi eux, producteurs et musiciens, acteurs et gestionnaires. J'aime la musique et l'art dans le métro. J'aime comment cela peut transformer votre voyage. Vous marchez seul et ce n'est peut-être pas le meilleur jour et vous entendez une chanson ou quelque chose qui vous parle ou vous voyez une belle œuvre d'art. Jazz, country et musique classique, en solo ou avec un groupe, le métro de New York a tout pour plaire. Voilà, nous nous retrouverons certainement là-bas aussi à Cuba. Et nous voici en sport. Après 2 jours de répit, la CAN reprend demain pour les 8e de finale. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes effectivement à la veille du début des matchs des 8e de finale de la CAN. 2 cadeaux, le Sénégal et le Maroc vont donner le ton de la phase à élimination directe demain, respectivement face à l'Ouganda et au Bénin. Si les écureuils béninois doivent en partie leur présence à cette étape au jeu de repêchage des 4 meilleurs 3e, les crânes ougandais, eux, ont fini étonnamment 2e de leur poule A devant la RDC et juste derrière le pays hôte, l'Égypte. De quoi susciter de la méfiance chez leurs adversaires sénégalais. Suivez. Les Lions de la Teranga sortent des poules esquintées par une défaite face à l'Algérie 0-1 et surtout la blessure de plusieurs cadres. Face au Coriace Ouganda, le coach Aliou Cissé déplore l'absence de son gardien Edouard Mendy, forfait jusqu'à la fin de la compétition en raison d'une fracture à la main gauche, mais devrait enregistrer le retour de son défenseur central Salif Sané. L'Ouganda joue sa première phase finale de CAN depuis 1978 et a impressionné pendant la phase de poule avec une éclatante victoire 2-0 contre la RDC. Le coach Aliou Cissé le sait, la tâche sera difficile. Ils sont très structurés, comme je le disais tout à l'heure, très costauds, surtout défensivement. C'est le Kenya et la Tanzanie un peu plus forts, si je peux caricaturer comme ça. Bien avant ce match Sénégal-Ouganda, le Maroc sera opposé au Bénin à 16h temps universel. Les écureuils vont jouer leur premier match à élimination directe en 4 éditions de CAN. Ils devront faire sans leur attaquant vedette Steve Mounier, suspendu, et qui ont réussi à accrocher le Cameroun 0-0 et le Ghana 2-2 en phase de poule. Une belle lancée sur laquelle le 11 national béninois veut surfer. On prend les choses match après match. Aujourd'hui, on est là. C'est parce qu'on a mérité, je pense. On n'a pas volé notre place. Ils ne sont pas là par hasard et ils sont certainement très heureux d'être là. Et maintenant, pour eux, il n'y a plus grand-chose à perdre. Donc, à nous d'affronter ces responsabilités, d'être à la hauteur de nos ambitions surtout. Avec 3 victoires et aucun but concédé lors du premier tour, les Lions de l'Atlas ont le statut de favoris, même si les protégés d'Hervé Renard se sont pour le moment plutôt distingués par leur défense hermétique que par leur attaque flamboyante. Voilà, Yacouba, je crois qu'on va s'arrêter ici et on va se quitter avec ces images des célébrations du 4 juillet ici aux États-Unis. Bonsoir.